Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre sera délocalisé partiellement vers Palais-Royal et Capesterre-Belle-Eau. C'est ce qu'a décidé le conseil de surveillance ce matin. Le collectif de défense reste sur ses gardes et maintient son appel à la mobilisation. Les chauffeurs de bus de la Corniche d'Or ne savent toujours pas vers qui se tourner. Après plusieurs rencontres avec les élus de l'exécutif régional, la situation demeure floue. Qui de la région ou de la CNBT mettra la main à la poche? Le reportage d'Yvan Lemar est à venir. Et que diriez-vous de vous promener dans un jardin pittoresque en plein cœur de Saint-François? Nous irons au jardin de la Racine à l'Esprit, un parc de 20 000 m² pour vivre en plein air et se familiariser avec les senteurs multiples du pays. Et enfin, la compagnie africaine Marbayassa est actuellement en Guadeloupe. Leur particularité, mettre en scène et réadapter les classiques du théâtre français. Place ce soir au célèbre Candide de Voltaire à la sauce africaine. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est officiel. Le conseil de surveillance du CHU a acté aujourd'hui la délocalisation d'une partie des services sur 2 sites. Le centre gérontologique Palais-Royal situé au Rézé et le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Une délocalisation partielle qui ne satisfait pas pour autant le collectif de défense. Il demeure mobilisé. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Délocalisation partielle, c'est la décision actée ce matin par le conseil de surveillance du CHU en présence du préfet, notamment pour les questions relatives aux conditions de sécurité. En effet, il faut conjuguer nos forces et nos compétences pour améliorer l'offre de soins en Guadeloupe, puisque derrière l'organisation du CHU, c'est l'offre de soins qui est concernée. Alors, j'étais plutôt dans mon domaine de compétences, à savoir les conditions de sécurité dans lesquelles qui permettront la réintégration dans les services du CHU, notamment la sécurité incendie. Après avoir balayé l'ensemble des problèmes, balayer aussi l'ensemble des solutions possibles, nous avons décidé de délocaliser partiellement. On le fera en 2 temps. L'hôpital va être délocalisé pendant un moment. Donc certains services qui seront définis avec les médecins et avec la direction de l'hôpital, certains services seront délocalisés sur une partie, sur la partie qui était déjà réservée à la gériatrie à Palais-Royal, sur Capesterre-Belle-Eau ou sur Choisy. C'est toujours très difficile de délocaliser les malades. C'est toujours difficile parce que ça bouscule aussi, y compris les malades, y compris les médecins, mais aussi le personnel. Parce que c'est changer les habitudes, c'est avoir parfois d'autres trajets pour aller travailler. Pour le collectif, cette décision est une avancée significative, mais elle ne résout pas totalement le problème sanitaire des lieux. Pour l'instant, aucune décision actée, signée n'a été encore prise. Et tant que cela n'est pas fait, nous ne pouvons absolument pas être encore rassurés. On fait une inspiration, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une petite bouffée d'oxygène parce qu'on a été entendu. Ce qu'on veut, c'est extraire la population, les professionnels de santé et les patients, les extraire du risque de rester dans ce bâtiment qui est manifestement, entre guillemets, malsain. Nous avons maintenant des preuves et nous ne voulons pas maintenir la population à ce risque-là. Donc tout le monde est concerné, du 9e au rez-de-chaussée, et que ce soit la tour nord ou la tour sud. Donc il faut être logique. On ne va pas laisser certains sur place et d'autres pas. Donc oui, il s'agira de réaliser une délocalisation totale, mais progressive. Le collectif reste donc toujours mobilisé et souhaite avant tout une délocalisation totale du centre hospitalier afin d'effectuer une désinfection totale et une remise aux normes effectives du CHU avant la réhabilitation de son personnel et de ses patients. Et voilà maintenant 3 jours que les chauffeurs de bus de la Corniche d'Or dans le Nord Basse-Terre ne savent pas où donner de la tête. Aujourd'hui avait lieu une rencontre avec le président de la région à la Cité des métiers au Rézé. Certains manquements ralentiraient la procédure selon Harry Chalus. Les explications d'Yvan Lemar. La réunion entre Harry Chalus et les transporteurs a commencé vers 11h30. Durant cette rencontre, le point a été fait sur les transferts de compétences, les conventions et les lignes qui doivent être prises en charge par la région. Après 1h30 de discussion, toutes les difficultés ont été listées, mais aucune décision définitive n'a été prise.
Il n'est pas normal que depuis quand même 2015, selon ce que j'apprends, il n'y ait pas de convention sur les lignes interurbaines. Donc il faudrait qu'on puisse régler ça rapidement de manière à permettre aux transporteurs, de fonctionner, mais pouvoir aussi nourrir leur famille. Ce qui est important pour la région, c'est l'interurbain. La compétence, elle est interurbaine pour nous. Je pense aussi qu'il y a du côté de la région un retard aussi en matière de transfert. Bon, je sais, c'est parce qu'il n'y a pas de convention, mais s'il le faut, nous le prendrons rapidement. Nous avons déjà pris la délibération. Maintenant, c'est à voir avec le président de la SSBT de manière à aller vite. Mais sachez-le, il faut aller très vite. C'est pas normal ce qui arrive aujourd'hui. Dans les autres communautés, ça fonctionne convenablement. Il n'y a pas de problème. Il faut régler cela pour la Nord-Bastia. Du côté des transporteurs, on semble satisfait de cette rencontre. Aujourd'hui, nous rencontré le président Chalus, donc nous poser des questions, nous avons attendre des réponses. C'est chose faite. Donc, M. Chalus engagé personnellement à rencontrer le président à la collectivité d'agglomération Nord-Bastia pour faire en sorte que la situation a débloqué rapidement. Ça nous a espéré. Et de toute façon, comme nous avons dit, ces usagers-là qui bossent là, prends courage parce que le combat là, c'est aussi pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, nous pas dans un mouvement de grève, que de toute manière, ça va dépendre des partis politiques. Nous garantissons que nous avons fait le nécessaire dès après-midi là même. Donc nous avons pensé que pour vendredi, nous avons espéré que Kenny va tirer chez nous. Une rencontre entre le président de région et le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère était prévue cet après-midi pour discuter de ce dossier. Une nouvelle rencontre avec les transporteurs sera fixée par la suite. Le transport du réseau Corniche d'Or ne sera pas assuré jusqu'à nouvel ordre. Et depuis la réalisation de notre reportage, une solution aurait été trouvée selon la région. Guadeloupe, une solution sera trouvée et diffusée à la presse dès demain. En Martinique, la mobilisation des syndicats enseignants continue avec pour conséquence le blocage de 4 lycées, mais aussi de certains collèges. Les explications de Marie Tricot et de Loïc Régis. Le collège Périnon ne lèvera pas le barrage. Pas tant que le rectorat ne changera pas son calendrier. Les enseignants refusent d'attendre le mois de juin pour savoir si oui ou non 2 de leurs classes vont fermer. L'établissement perdra 14 élèves à la rentrée 2018. Ce qui va entraîner une augmentation brutale de l'effectif dès la rentrée prochaine. Et donc c'est des conditions d'enseignement dégradées, c'est un climat ambiant plus difficile, une situation que nous ne pouvons pas permettre. Le dialogue avec les représentants de l'académie est rompu depuis la dernière rencontre du 28 février et l'annonce d'une suppression de 57 postes. Faute d'une réponse jugée satisfaisante, les syndicats appellent à la mobilisation demain matin devant les grilles du rectorat. On risque d'avoir donc des dispositifs qu'on avait pour les élèves qu'on n'a plus. On risque d'avoir des enseignants qui ne sont plus sur un seul établissement mais qui sont sur 2, donc qui n'ont plus la disponibilité, qui n'ont plus la possibilité d'aider toujours les élèves. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire les réunions pédagogiques qui leur permettent d'avancer sur certains cas particuliers. C'est ce genre de choses en fait, c'est vraiment des choses concrètes qui finalement desserrent les élèves. Le syndicat SEUNSA dénonce un double discours de l'État et un démantèlement de l'éducation nationale au niveau local. Les spécificités de notre territoire ne seraient pas prises en compte. Nous demandons que justement on puisse maintenir le maintien des moyens qui sont actuellement alloués à l'Académie de la Martinique pour permettre justement que nous fassions ce diagnostic partagé et qu'on puisse inscrire l'Académie de la Martinique en zone rurale pour le maintien des moyens. On nous traite comme une académie urbaine. Or, toutes les missions parlementaires qui sont venues en Martinique disent bien que c'est lorsqu'ils sont venus en Martinique qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas nous attribuer des critères d'académie urbaine. Autre conflit, celui des agents territoriaux. Malgré la grève, ce matin, les grilles des lycées Chalcher et Bellevue étaient à nouveau ouvertes. Les chaînes qui étaient posées depuis maintenant jeudi dernier n'étaient plus là ce matin. Donc nous n'avons pas forcé de cadenas, rien du tout. Nous n'avons fait qu'ouvrir le portail. Les enseignants étaient nombreux, ils étaient tous là. Les élèves beaucoup moins. Justement, j'espère que demain, si les choses restent en l'état et ne dégénèrent pas, j'espère qu'ils seront tous présents puisqu'il faut à tout prix que les cours reprennent. En cours de journée, un accord a été trouvé avec les élus de la CTM. Une charte tripartite entre la collectivité, le rectorat et les agents territoriaux sera établie pour améliorer leurs conditions de travail.
Et en Martinique toujours, le lancement du TCSP est en mauvaise voie. Les gestionnaires de la structure évoquent une dette de 20 millions d'euros. Ainsi, la marche à blanc n'aurait pas été financée. Le détail avec Marie Tricot et Loïc Régis. La dette avancée est colossale, 20 millions d'euros. Marche à blanc non réglée, factures impayées et autres coûts d'entretien. Le TCSP sans fonctionner, mais les finances de la CFTU en péril. La situation serait intenable. Ces sommes sont dues sur le réseau bus, sont dues à hauteur de 10 millions par rapport au transport BHNS, et donc à la marche à blanc qui a été réalisée, mais aussi aux frais de gardiennage, aux frais d'assurance, aux frais que nous procure cet outil. Et puis aussi, il y a une révision que nous avons facturé récemment, mais tout cela s'élève à bien 20 millions d'euros. Un obstacle de taille qui ne semble pas refroidir le délégataire de services publics. Le représentant de la CFTU affirme être prêt pour la commercialisation. La société a formulé une deuxième proposition de coût d'exploitation à Martinique Transport en réduisant de 3 millions ses frais de fonctionnement. Nous sommes à 12 376 000, simplement parce que nous avons indiqué d'ailleurs à l'autorité unique, conformément à ses orientations, à ses décisions, que certaines prestations resteraient à sa charge. Les batteries des bus qui ont un coût élevé ne seront pas à notre charge. Dans cette configuration-là, la gestion des gares de Carrère et de Mao, et notamment en matière de gardiennage, de vidéosurveillance, ne seront pas à notre charge. Et donc nous avons épuré en quelque sorte la proposition. L'offre devra être étudiée et votée par l'autorité organisatrice du transport, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour. On sera toujours dans une guerre d'experts, une guerre de chiffres. Vous savez, il y a une façon très simple de se mettre d'accord sur les chiffres et sur les coûts. Faisons rouler le TCSP, passons une convention provisoire avec la CFTU sur l'exploitation du TCSP, constatons les coûts du fonctionnement de 12 BHNS de 5h du matin à 22h avec une fréquence de passage de 8 minutes. Et à partir de là, la réalité des faits mettra tout le monde d'accord. La CFTU a obtenu une attestation du Trésor public reconnaissant la dette de Martinique Transport. L'entreprise espère un règlement rapide. Dans le cas contraire, elle n'exclut pas des perturbations sociales. Et en bref, maintenant, au collège de Capesterre-Belle-Eau, une vingtaine d'élèves a été incommodés par de fortes émanations qui n'ont pas encore été identifiées. Les pompiers sont intervenus pour les prendre en charge. Ils se plaignaient de maux de tête, mais aussi de picotements aux yeux. Un médecin du SAMU a examiné justement ces enfants et des analyses de l'air ont été pratiquées. Elles se sont avérées négatives. La forte houle qui déferle sur nos côtes continue de perturber les activités maritimes. L'Express des îles a dû annuler aujourd'hui ses rotations vers la Dominique. Et à Basse-Terre, l'accostage est encore délicat. Comment les passagers vivent-ils ces conditions délicates? ATV est allé à Bergevin à leur rencontre. On regarde. Vigilance jaune, oui effectivement j'ai entendu ces informations, mais la mer sincèrement elle était glissante. Non, la mer n'était pas très démontée, on a très bien voyagé, ça a été dans l'ensemble. Ça s'est bien passé. Et puis quand on descend, le courant on ne le sent pas trop, parce que le courant il est inversé. Très bien. Non du tout, c'est calme. Très très calme. La traversée c'était déjà un petit peu mouvementé vu que je dormais aussi, donc ça a été. Mais vigilance jaune. Non, ça va être cool. Très bien même. La habitude de 3 ans après, on était bien. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Découverte du jardin de la Racine à l'Esprit à Saint-François. 20 000 m² de plaisir au plus près de la nature. Et puis vous découvrirez en avant-première la célèbre pièce de Voltaire, revue à l'africaine par la troupe Marbayassa. Mais avant, vous savez, demain, la Guadeloupe célébrera la journée de la femme. Avez-vous le sentiment que l'égalité homme-femme a progressé chez nous? Karen Diama vous a posé la question. On écoute vos réponses. Non, je ne pense pas que ça a évolué. Non, pas du tout. Entre hommes et femmes, non, pas du tout. Pourquoi? Je ne crois pas parce que les hommes sont toujours des machos, ils veulent toujours avoir le dessus. Or que la femme aussi, elle a sa priorité. Mais les hommes veulent toujours avoir le dessus. C'est tout ce que je peux vous dire.
Il y a un frémissement, si on veut dire, dans l'égalité. Tout le monde veut aller vers l'égalité. On parle d'égalité, mais dans les faits, il n'y a toujours pas d'égalité. Les femmes sont toujours les derniers servis. Les femmes, on ne considère pas le travail d'une femme égal au travail d'un homme. Et si vous voulez avoir l'égalité en tant que femme, il faut que vous travaillez 10 fois plus pour qu'on puisse vous reconnaître dans votre métier, quel que soit le métier. Mais ceci, je mets un bémol quand même, hein, il y a parfois l'égalité, on retrouve. Mais en tant que femme, ce que j'ai vécu moi-même, je ne pense pas qu'il y a l'égalité jusqu'à maintenant. Je pense qu'il n'y a pas grand changement. Hein. Il n'y a pas grand changement parce que, vous savez, il y a la mentalité de la femme, la mentalité des hommes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Ça a évolué, mais pas respecté. Pourquoi ? La femme est toujours minoritaire, hein, dans certains domaines, oui. Ça a évolué un peu, mais il reste encore, le chemin est encore long. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a un peu trop d'injustice, on dira. Et que, il faut encore faire des efforts parce que les femmes ne sont pas considérées au même titre que les hommes jusqu'à maintenant. La loi qui a dit ça, mais ça pas exactement ça. Pourquoi ? Il a manqué d'un petit travail encore pour faire vraiment égal. Parce qu'on a des domaines qui ne sont pas égaux. Il faut porter un l'homme en neuf pour venir égal. Donc, nous travaillons à faire toujours. Enfin, comme je suis arrivé il y a quelque temps en Guadeloupe, mais j'étais en métropole, mais moi, j'ai toujours été l'égalité de la femme parce que les deux, on a travaillé, on fait tout ensemble, tout discuté par nous deux avant de faire créer quelque chose, de faire quelque chose, quoi. Et les femmes, justement, sont de plus en plus nombreuses à investir les groupes à peau pendant le carnaval, dans le déboulé, mais aussi en tant que musicienne. Une association carnavalesque a décidé de s'intéresser au sujet. Il s'agit de MKM, Moon Ki Moon. Elles organisent demain une conférence débat dans l'après-midi à l'Université des Antilles. Karine Christophe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la chargée de communication du groupe MKM. D'abord, votre réaction par rapport à cette journée des droits de la femme qui aura lieu demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que nous avons acquis davantage de droits pour être l'égal de l'homme? On a acquis certes davantage de droits, mais dans la réalité des faits, quand j'entends tous les jours toutes les femmes qui sont victimes de violences, qui tombent sous les coups de leurs compagnons et tout, à quel prix est-ce que l'homme est prêt à accepter que la femme soit son égale? Je ne pense pas. Il s'agira en tout cas demain, pour revenir sur notre sujet de ce soir, du premier déboulé de Mi-Carême pour votre groupe MKM. Qui êtes-vous? On parle déjà de 700 membres. 700, non, pas tout à fait exact. Un petit peu plus de 800 membres. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux, dirons-nous, mais nous ne voulons pas aller plus loin parce que nous ne voulons pas reproduire des schémas que nous avons pu connaître. Nous voulons rester un petit peu intimistes, qu'on puisse échanger entre nous, qu'on puisse se connaître. Et c'est justement, nous faisons carnaval, mais nous ne faisons pas que carnaval. Moon Ki Moon ne se résume pas au carnaval. Nous avons un volet carnaval, mais c'est une association qui se veut sportive, qui se veut culturelle, qui est ouverte à la parentalité, qui est ouverte à un certain nombre de champs différents. Et d'ailleurs, demain, c'est Parole en nous pavant, c'est nauticosé. Ça s'appelle Parole en nous pavant. À partir de 14h30 au campus de Fouillol. À partir de 14h30, non pas au campus de Fouillol, à notre local associatif. Ça a changé entre-temps alors? Non, qui se trouve à la cour au Cagos à Fouillol. D'accord. C'est pas au campus, c'est à notre local associatif, ouvert à nos membres bien sûr, mais ouvert aux autres associations. Nous sommes dans un petit quartier où nous avons Massa-Robert pas loin, nous avons Sénat-Ostar aussi à proximité. Nous les avons invités d'abord eux, les habitants du quartier, mais l'ensemble des Guadeloupéens sont invités à échanger avec nous autour de la place de la femme dans le carnaval. Comment on peut traduire cette présence selon vous? Est-ce que c'est un indicateur de l'émancipation de la femme guadeloupéenne? C'est un... Justement. Avant, pas ni forme dans le groupe carnaval, un groupe à peau. Pas ni forme, mais ni forme qui t'est derrière, t'es qu'à fait tibitin
d'ayez. Mais de plus en plus, les femmes ont revendiqué le droit, elles aussi, de participer et de faire ouvertement. Alors, ça peut être quelque chose de bien pour certaines personnes, quelque chose de moins bien pour d'autres personnes. Justement, nous ne sommes pas là en train de porter un jugement, nous sommes en train de nous dire, vous pensez que ça a du positif, venez échanger avec nous, dites-nous en quoi c'est positif. Vous pensez que c'est négatif, venez échanger avec nous, dites-nous en quoi c'est négatif. Parce que nous, en tout cas, à MKM, nous sommes nombreuses, comme dans l'ensemble des groupes APO, mais nous sommes à notre place. Et nous revendiquons une place dans le carnaval, une place dans le groupe APO. Et certains spécialistes que vous avez invités seront d'ailleurs présents demain après-midi pour enrichir le débat. Je pense à Franck Garin, Jacqueline Birman. C'était important pour vous d'apporter ce regard d'experts, de personnes qui connaissent le carnaval. C'était important d'apporter ce regard d'experts. Il y aura aussi notre parrain, Joël Raboteur, parce que nous avons été portés sur les fronts baptismaux. Il est également un expert du carnaval. Tout à fait. Il est un universitaire, comme on le connaît, mais il est vraiment, il a une grande richesse dans toute la culture carnavalesque et c'est avoir des éclairages. Il y aura également une adhérente qui fait carnaval depuis quelques années, qui a commencé à cheminer au départ d'Akio. Elle est aujourd'hui adhérente chez nous, Marie-Cécile Doualot, et pour nous dire comment elle a pu se faire à sa place, comment elle a vu arriver les femmes, parce qu'elle était quand même parmi les premières témoins, en tout cas. Témoins de l'arrivée des femmes. Et là, maintenant, les femmes sont arrivées massivement. Mais il y en a, Madame Birman, de toutes les manières, vous savez, les ouvrages qu'elle a pu écrire sur ce thème. Mais c'est tout ça, avoir profité de cette journée, parce qu'on aurait pu parler des femmes dans la politique, parler des femmes partout, parce qu'on en parle vraiment partout, mais se dire qu'il est important pour un groupe APO de trouver la place de la femme, quelle est sa place, en quoi c'est positif, en quoi c'est négatif. Moi, j'ai un compagnon qui n'aime pas le carnaval, mais il a déjà pu se mettre dans la tête que ce n'est pas négociable. Karine Christophe, après ces échanges, vous irez rejoindre évidemment le grand défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. Nous irons rejoindre le grand défilé. Nous aurons un mouvement solidaire avec le CHU, parce que notre CHU se meurt. Vous faites suffisamment de reportages dessus. Vous savez très bien quelle est la situation. Nous aurons, comme l'ensemble des adhérents des différents groupes APO, un mouchoir blanc à la main pour montrer notre solidarité par rapport à ce qui se passe. Merci Karine Christophe d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. De répondre à nos questions ce soir. Que diriez-vous, je l'ai posé tout à l'heure cette question, de vous promener dans un jardin pittoresque en plein cœur de Saint-François. Il existe ce jardin, il s'appelle De la Racine à l'Esprit. C'est un parc de 20 000 m² pour vivre en plein air et pour se familiariser avec les senteurs multiples du pays Guadeloupe. Le reportage est signé Yvan Lemar. On regarde son reportage. Merci. Il suffit juste de passer les portes pour être rapidement imprégné par l'atmosphère de ce petit coin de paradis, imaginé depuis 18 ans déjà par son concepteur et gardien. J'ai vu que les Guadeloupéens, ils aiment bien la nature. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un jardin pour les Guadeloupéens? Et c'est pas à moi ce jardin, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé, mais ce jardin, c'est un jardin pour les Guadeloupéens. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas comment dirais-je, donner ce jardin-là aux enfants et aux adolescents, le scolaire, pour que ce soit un jardin pédagogique. Parce que les gens, ils mangent, ils boivent, mais ils ne savent même pas comment planter et comment récolter. Tandis que les enfants, le scolaire, ils vont venir ici, ils vont apprendre, et comme ça, ils vont pouvoir protéger leur garde-manger. Parce que la nature, ça mérite être protégée, ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Pour Olivier, partenaire de l'aventure, travailler dans ce jardin est une opportunité d'apprendre lui aussi les vertus de la nature. Je travaille dans ce jardin depuis début janvier. Et un peu avant décembre également. Je suis ici car j'ai cru au projet de M. Brosius, qui est d'aider la communauté guadeloupéenne. Car bon, on n'est pas forcément bien aidé au quotidien, donc il a voulu
apporter sa pierre à l'édifice. Et j'ai aussi succombé au charme de ce jardin-là, et de sa vibration énorme et du bien-être qu'il procure en fait au quotidien. C'est pour ça que je suis là ici pour aider M. Processus justement à être connu de tous parce qu'il mérite, c'est un grand créateur. Le jardin de la Racine à l'Esprit ouvre ses portes de 10h à 17h du vendredi au dimanche et propose en plus des visites de ses 20 000 m², des ateliers, des conférences et des débats autour du bien-être pour les personnes en situation de handicap, en groupe, en famille ou en couple. Ce lieu magique offre également la possibilité de pique-niquer, le tout en harmonie avec la nature. Un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, et c'est un événement. La compagnie Marbayassa, venue du Burkina Faso, est actuellement en Guadeloupe pour la représentation de 2 adaptations de classiques français du théâtre. Les pièces qui seront jouées à l'Archipel Abaster sont déjà à guichet fermé, mais en avant-première, Karen Diama vous propose de découvrir à quoi ressemble Candide à l'africaine. Ah, ma femme! Approchez! Qu'avez-vous, mon pauvre petit mari, hein? Mamie! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? On vient de me mettre en colère! Pauvre petit mari! Comment donc, mon ami? Votre coquille de toilette est devenue plus célèbre que jamais. Elle m'a fait enrager. Justement. Elle a contrecarré une là! Adapté de grands classiques français à la comédie africaine, un pari qu'a réussi la compagnie Marbayassa. Chaque fois, on a voulu, à travers ces pièces-là, montrer l'universalité des œuvres. C'est-à-dire montrer que ces œuvres peuvent être adaptées à une culture africaine ou à une autre culture. Ça pourrait être une culture sûrement chinoise si je la connaissais, ou indienne si je la connaissais. Mais ce sont des grandes œuvres majeures du répertoire. Et ce qui est intéressant, c'est de leur donner une couleur particulière, de les jouer avec une couleur particulière. Dans cette adaptation, plus que fidèle à la version originale, le comique garde toute sa place, sublimé par le jeu des 7 comédiens, danseurs et musiciens de la troupe. Celle-ci est à droite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oui, oh la Toinette! Oui, madame. Pourquoi est-ce que donc vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Oui. Je ne sais ce que vous me voulez dire. Je ne cherche qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Madame. J'ai accepté de jouer ce rôle surtout pour montrer que nous sommes vraiment esclaves de ce qu'on ne connaît pas. Et bon, c'est pas vraiment de notre faute, mais puisqu'on croit, on a confiance en l'autre qui dit que c'est son métier, ben on suit de façon aveugle et puis voilà. Et vous avez vu que Purgon était comme un marabout, mais le marabout c'est lui qui a ses secrets, personne ne peut rentrer, personne ne peut savoir ce qu'il fait. Donc on ne peut faire que confiance de façon aveugle. Et c'est à lui de faire ce qu'il veut de nous. Voilà. Comme le malade imaginaire, Candide a elle aussi fait l'objet d'une réadaptation. Les 2 pièces seront présentées au grand public les 9 et 10 mars prochains, à guichet fermé. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, soyez prudents. La Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte, selon Météo France. Les services de la préfecture seront fermés demain. L'accueil reprendra aux horaires habituels vendredi 9 mars. La préfecture et la sous-préfecture. Et puis demain, faites des réserves. Des coupures sont prévues chez vous à Goyave et aux Abîmes, notamment à Boivin et à Dutot. Des coupures dès 18h avec un retour à la normale à 6h du matin. Et on se fait voici la nouvelle couverture de nos confrères de Nouvelle Semaine qui font leur couverture sur la rénovation urbaine. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 7 mars. Nous l'avons vu ce soir, le CHU sera délocalisé partiellement vers le centre gérontologique Palais Royal au Rézé et au centre hospitalier de Cap-Estarbello. C'est ce qu'a décidé le conseil de surveillance ce matin. Le collectif de défense reste néanmoins sur ses gardes et maintient son appel à la mobilisation ce soir et demain. Et les chauffeurs de bus de la Corniche d'Or ne savent toujours pas vers qui se tourner, mais une solution serait envisagée par le conseil régional. Elle sera dévoilée demain. Nous y reviendrons.
Et puis, nous sommes allés ce soir au jardin de la Racine à l'Esprit à Saint-François, un jardin pittoresque en plein cœur de la commune, un parc de 20 000 m² pour vivre en plein air et se familiariser avec les senteurs multiples du pays. Et puis, nous avons découvert en avant-première ce soir la pièce de théâtre Candide de Voltaire, adaptée à la sauce africaine par la compagnie africaine Marbayassa, qui est actuellement en Guadeloupe et sera en représentation à l'Archipel à Basse-Terre. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.